Bienvenue donc dans un nouvel épisode où nous allons explorer un peu la littérature, l'évolution de la littérature afro. Aujourd'hui, nous recevons Chérifa Tabiou, auteure illustratrice, donc basée à Paris. Chérifa, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Chérifa, s'il te plaît, peux-tu te présenter, nous dire donc tu es auteure illustratrice de notamment ceux que nous on peut connaître au sein de l'association Les Aventures d'Aïda et Eli, les jumeaux. Oui, Alors donc, donc moi je suis Chérifa. autrice et illustratrice. Voilà, donc j'ai publié une collection de livres pour les enfants, donc qui s'appelle Aïda Eli, donc c'est ce que tu disais. Donc c'est une collection qui est destinée aux enfants entre 0 et 8 ans et qui raconte le quotidien de deux jumeaux, Aïda, la fille, et Eli, le petit garçon. Et j'écris également des romans, des comédies romantiques pour les adultes. Auteure illustratrice, mais ça fait combien d'années à peu près justement que Ça tu va fais faire 5 ans cette année. J'ai commencé en 2018 par mon premier roman. Ensuite, en 2020, j'ai lancé les premiers volumes, les deux premiers volumes de la collection Jeunesse Aïda Eli, que j'ai complété ensuite en 2021 et 2022. très bien. Ben, justement, donc tu commences en 2018, il y a 5 ans. Alors avant, bon après bon là on est quand même dans les dernières années, mais est-ce que tu as un souvenir de euh, on va dire quand tu étais plus jeune ou ado ou bien je sais pas étudiante, l'accès que tu avais à la littérature afro. D'abord, juste une question aussi, tu as grandi ici en France ou en Afrique? J'ai grandi en Afrique, au Togo. Moi, je suis originaire du Togo. J'ai grandi au Togo jusqu'à l'âge de 17 ans et ce n'est qu'après mon bac que je suis arrivée en France. D'accord. Et donc au Togo, la facilité à trouver de la littérature entre guillemets afro. Mais en fait, on va même voir simplement littérature tout court. D'accord. Alors, Trouver sans des livres, l'accès aux livres était facile. Mais... Oui, alors pour ma part, en tout cas, de mon expérience relativement facile. Moi, j'ai commencé à lire très tôt, depuis toute petite. J'avais beaucoup de livres à la maison, que ce soit des livres de contes africains ou des livres de contes européens, les Charles Perrault, Andersen, etc. Et j'aimais beaucoup lire, donc j'arrivais à m'alimenter en livres, soit en achetant en librairie ou en allant à la bibliothèque. Donc, personnellement, moi, l'accès aux livres était relativement facile. Après, j'avais pas énormément de livres afro. Les seuls que j'avais, ben, c'était soit des livres de contes africains, mais voilà, les autres livres, c'était des livres européens. Et par exemple, dans la bibliothèque des parents, ça allait être le contraire justement ou bien? Dans la bibliothèque des parents, il y avait des classiques, les classiques africains et aussi les classiques de littérature française. D'accord. Bon, donc là on voit c'est une famille qui avait déjà voilà baigné dans une famille qui a l'habitude, qui a cet accès à la littérature et qui a l'habitude de lire. Et donc, en arrivant en France, est-ce qu'il y avait un intérêt enfin, quand tu cherchais justement à trouver, à te faire plaisir avec des livres, tu cherchais n'importe quel livre? Est-ce que ça t'intéressait de voir ce qui était proposé en termes de littérature africaine, littérature afro? Alors pas tout de suite. J'avoue que je me suis construite en, en finalement en ne m'inquiétant pas tant que ça du manque qu'il y avait. Je me posais pas forcément de questions. Je prenais l'offre qu'il y avait et j'achetais les livres par élan. Hein, vraiment, si un livre dont la couverture me plaît ou dont le résumé me plaît, j'achetais sans me demander est-ce que les personnages principaux sont afro ou pas. Je me posais pas cette question-là et je me posais pas non plus à l'époque de l'adolescence, jeune adulte. Je ne voyais pas à ce moment-là le manque de représentativité qu'il y avait dans la littérature. Je me suis vraiment rendu compte un peu plus tard, je dirais quand j'ai commencé à nourrir le projet de devenir maman, donc vers 25-26 ans,
où bah, comme j'aime beaucoup les livres, je savais que j'allais proposer des livres à mes enfants. Et donc, j'ai commencé à me renseigner en me disant, ben voilà, si je veux acheter des livres, j'aimerais bien quand même si moi j'en ai manqué, j'aimerais bien quand même qu'il y ait des livres avec un peu de diversité. Donc, j'ai commencé à regarder les livres pour enfants à ce moment-là. Et là, je me suis rendu compte, donc on parle des années 2011-2012, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait très peu de livres avec des personnages afro. Quand il y en avait, malheureusement, il y avait pas mal de stéréotypes. Euh, voilà, donc je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, hein, en 2012 par là. Ben, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, c'est au moment où justement euh, tu t'apprêtes donc à fonder une famille que te vient le besoin pourquoi, à ton avis, c'est au moment où tu as voulu fonder une famille que ce sentiment, cette nécessité t'est venue de trouver, de voir si ben, tu pouvais trouver des livres auxquels tes enfants pourraient se représenter, ou bien est-ce que c'est parce que tu as senti, tu as aussi vu comment autour de toi les choses évoluaient, ou bien c'est vraiment... du coup, ça m'intéresse d'essayer de comprendre pourquoi c'est venu à ce moment, parce Mhm, que ça a bien changé autour de toi, ou vraiment parce que toi, c'était ton évolution personnelle qui faisait, qui a fait que, ben non, mais ce serait bien, faut qu'on voit un peu. sûr. Alors, j'étais à ce moment-là dans une démarche un peu de développement personnel. Ça a commencé par les cheveux. J'aime souvent dire que tout a commencé par les cheveux et par les cheveux, après, mon développement personnel s'est intensifié, on va dire, parce que bah, avant, je me défrisais les cheveux sans trop me poser de questions. C'était dans dans le cours normal des choses, j'ai envie de dire. Hein, quand j'ai grandi, mes sœurs, ma mère, mes tantes se défrisaient les cheveux, donc je faisais aussi parce que tout le monde faisait. Et en fait, dans les années 2010, j'ai commencé un peu comme beaucoup de femmes à ce moment-là, je pense, à suivre des youtubeuses américaines, à me renseigner sur comment prendre soin de mes cheveux. L'offre YouTube à ce moment-là a commencé à exploser en termes de vidéos capillaires. Et je suis tombée sur des vidéos de filles qui portaient leurs cheveux au naturel et ça m'a interpellée. Euh, bon, ça a été progressif, hein, ça n'a pas été une prise de conscience immédiate. Voilà, donc je me suis exposée régulièrement à ce type de vidéos, ça m'a interpellée, ça m'a questionnée, et je me suis dit, bon, bah finalement, pourquoi moi, je me défrise les cheveux? Donc j'ai voulu comprendre pourquoi je le faisais. Est-ce que c'est parce que j'acceptais pas mes cheveux? Est-ce que c'est parce que je le faisais par habitude, par conformisme, etc. Donc je me suis posé beaucoup de questions et je me suis rendu compte que je faisais par conformisme, pas, pas par choix personnel. Et là, je me suis dit, mais si tu devais choisir toi, qu'est-ce que tu ferais? Et je me suis dit, bah, en fait, j'aimerais bien tester. J'ai jamais vraiment porté mes cheveux au naturel. J'aimerais bien voir ce que ça donne, avoir le choix de décider moi-même si je veux continuer éventuellement à défriser ou si je veux porter mes cheveux au naturel. Et j'ai fait ma En plus, tu transition. as une bonne touffe. Pardon? Tu as du volume, en plus tu as du volume, donc Oui, voilà, donc ça date des années 2010. Voilà, j'ai arrêté à ce moment-là. En fait, ça a commencé par une transition où je ne me défrisais plus les cheveux, donc les cheveux naturels ont poussé. Et puis au bout d'un an, j'ai coupé les pointes défrisées. Et puis après, j'ai fait le choix de porter mes cheveux au naturel parce que je me suis rendu compte que j'avais pas de raison rationnelle en fait de pas les porter au naturel. Et au final, bah, je les ai découverts. J'ai aimé mes cheveux naturels. J'ai appris à en prendre soin. J'ai appris à les démêler parce que j'avais aussi cet a priori de les cheveux naturels sont durs, difficiles à coiffer. Et au final, en apprenant les gestes, en me documentant, bah, je me suis rendu compte que j'avais des a priori qui n'étaient pas fondés. Et voilà, donc il y a eu ce cheminement-là qui a commencé par les cheveux. Et puis après les cheveux, je me suis posé des questions aussi bah, sur le type de lecture que je lisais. En fait, ça a vraiment été une période de déconstruction pour moi.
Je me suis construite en étant exposée, je dirais, à une majorité de références occidentales. Et à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment me questionner sur mon identité, qui je suis, quelle apparence je veux avoir, quel, quel type de lecture, quel type de film je veux absorber, on va dire, je veux consommer. Et c'est là où j'ai commencé à me poser plein de questions et où il y a eu cette ouverture-là aussi sur la littérature. Voilà, de vraiment se poser des questions sur quel type de livre je veux lire, quel type de livre je veux acheter pour mes futurs enfants, etc. D'accord, intéressant. Alors, moi, j'ai envie, enfin, juste pour être sûr, tu vas me dire si tu penses que c'est ça ou pas. Disons que c'est justement, moi j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui t'a poussé à te poser des questions, à te remettre en question. Donc, Mhm. tu m'as dit qu'il y a eu une explosion sur Internet de cette, enfin, le mouvement Napi, on va appeler ça le mouvement Napi. Il y a eu une explosion de références sur Internet. En fait, tu as vu comme un changement autour de toi et une remise en question des identités. Et toi-même, enfin, toi-même aussi, tu as commencé à te remettre enfin, à remettre en question tes choix. Ça. Tu me dis si, si. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Du coup, quand tu réalises que ça manque de références que pour les enfants, aussi bien pour toi peut-être en tant qu'adulte, mais aussi pour les enfants, donc là, qu'est-ce que tu t'es fait quand tu as commencé à chercher si tu pouvais trouver des livres pour enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc j'ai commencé à chercher. Bon, j'ai commencé par moi-même, parce que moi j'aime beaucoup lire. Et là, j'ai découvert des auteurs auxquels j'étais pas forcément exposée, comme Léonora Miano, que je ne connaissais pas du tout, Alain Mabontou. Et puis après, j'ai commencé à chercher aussi des livres pour les enfants. Au début, juste pour voir ce qui existait. Bon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je suis pas encore maman, je verrai quand je serai maman. Bon, je te passe les détails voilà, je suis devenue maman quelques années plus tard, en 2013. Euh, j'ai pas tout de suite pensé à refaire la recherche. J'ai attendu que ma fille ait à peu près 1 an. Et là, je me suis dit, bon, les petits jouets musicaux vraiment pour les bébés, voilà, elle commence à passer cet âge-là, ce serait bien que je lui propose des livres. J'avais en tête que je voulais proposer des livres relativement tôt. À ce moment-là, je pensais pas que je pouvais proposer des livres alors qu'elle avait moins d'1 an. Maintenant, avec le recul, avec le deuxième enfant, j'ai proposé des livres beaucoup plus tôt, mais la première, j'ai attendu qu'elle ait 1 an pour vraiment recommencer cette recherche-là de livres avec des personnages qui lui ressemblent. Alors, je sais plus en quelle année j'ai découvert, par exemple, le livre Comme 1 million de papillons noirs de Lorraine Safou. Mais je me rappelle qu'en 2017, il y a quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais allée à un salon de littérature afro et j'ai vu là une offre remarquable dont je ne me doutais absolument pas. J'ai découvert des livres de Noël africains que je connaissais pas, de Mama Tinga Tinga. J'ai Alors, découvert juste oui, alors c'était en 2017, à quel événement? c'était le salon du livre jeunesse afro-caribéen à Clichy. D'accord, très bien. C'était un salon que j'ai fait moi-même du coup l'année dernière où j'ai présenté, j'ai eu la chance de présenter mes livres jeunesse. Mais c'est un salon que je connaissais du coup depuis 2016, mais j'y suis allée en 2017 moi-même pour voir comment se passait ce salon, qu'est-ce qui était proposé sur le salon, et j'ai été agréablement surprise parce qu'il y avait vraiment beaucoup de livres intéressants pour les enfants, dont celui dont je viens de parler là, les livres Mama Tinga Tinga. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'ai vu les livres de Maïs Serena. Mais voilà, je cherchais des livres en fait. C'est des livres pour le coup pour les enfants un peu plus grands à partir de 5-6 ans. J'avais pas forcément de livres pour les plus petits. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Je dis pas que ça existait pas forcément, mais moi j'en ai pas trouvé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, le type de livre que je cherche moi avec du vocabulaire simple, vraiment adapté aux tout petits. Bon, j'en vois pas qui existent avec des personnages principaux afro.
Donc, peut-être que je pourrais penser à les créer moi-même. Et à ce moment-là, j'étais déjà dans une démarche d'écrire des romans. J'étais déjà sur le manuscrit de mon premier roman en 2017. Et j'ai rajouté à ce manuscrit, j'ai rajouté un manuscrit également de livres jeunesse. Et c'est comme ça que l'aventure Aïda Eli a commencé en 2017, même si finalement j'ai publié le premier volume en 2020. Alors, donc là, en 2017, tu as commencé avec ton premier roman. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à vouloir écrire le premier roman? C'est pourquoi tu as voulu écrire? Alors, les origines, je dirais, de ce souhait-là de devenir écrivain datent depuis toute petite. Comme je lisais beaucoup, j'ai eu envie, je me suis dit, j'aimerais bien écrire un jour mon propre livre. Je trouvais l'objet livre tellement fascinant, ça me fascinait que des gens arrivent à écrire quelque chose qui me captive moi autant. J'étais vraiment captivée par les livres et puis je me suis dit, bon, j'aimerais bien un jour aussi pouvoir avoir cet impact-là à travers un livre sur des lecteurs. Et donc voilà, je me suis fait la promesse d'un jour publier un roman. C'est une promesse comme ça qui s'est affirmée un peu à l'adolescence. Et puis après, je suis rentrée dans ma vie d'adulte et j'ai un peu mis ça de côté, même si je continuais à travailler de temps à autre sur des manuscrits, mais j'avais un peu laissé de côté ce rêve-là. Il était quelque part dans un coin de ma tête. Donc, j'ai commencé à travailler. Et puis à un moment donné, bon, je me suis secouée. Je me suis dit, bon, t'aimerais bien devenir écrivain un jour. Si ça reste dans ta tête, il se passera rien. Il faut que tu sois dans l'action. Voilà. Et comme j'étais dans ma démarche de développement personnel, voilà, j'ai appris plein de choses. J'ai appris qu'il fallait être dans l'action. Quand on veut obtenir quelque chose, il faut se fixer des objectifs, mais il faut aussi être dans l'action. Moi, j'avais juste l'objectif dans ma tête, mais j'étais pas dans l'action. Et là, je me suis vraiment mise en mouvement pour me dire, finalement, tu veux publier un roman, tu as des manuscrits. Comment tu fais? Comment tu fais pour passer de l'idée à la concrétisation? Et voilà. Et donc, je me suis renseignée, je me suis documentée, j'ai peaufiné mon manuscrit et puis j'ai fini par publier le roman en 2018. Tu as écrit ton roman, enfin, tu as cherché, tu as tout géré toi-même, la couverture, la correction, etc. Tu as tout de A à Z, tu t'es occupé de tout. Alors Et oui, comment as-tu pu, tu as les compétences pour t'occuper de tout? le premier roman, Dis-moi, tu as un couteau suisse? le premier roman, effectivement, j'ai tout fait toute seule. Alors au début, j'avais pas toutes les compétences. Bon, je me suis renseignée, je me suis documentée. Bon, faut dire que j'ai un parcours littéraire aussi. J'ai fait un bac littéraire. J'ai fait des études de communication, bon, assez et de langue étrangère, axée littérature aussi. Donc j'ai un schéma intellectuel qui est très structuré de base. Donc, bon, je me sentais capable, avec tout ce que j'avais pu lire sur comment écrire un roman, comment faire en sorte qu'il soit pertinent, bien structuré, bien ficelé du début à la fin, ce à quoi il faut faire attention, comment il faut rédiger le résumé, voilà, comment faire en sorte que le roman il soit pertinent et qu'il donne envie au lecteur de le lire. Bon, donc j'ai passé beaucoup de temps. Là, j'en parle, on en parle en quelques minutes. On a l'impression que c'est facile, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Mais comme j'étais passionnée par le sujet, bah, j'ai pas compté mes heures. Et puis ensuite, oui, j'ai tout déroulé tout seul. Pour le roman, je me suis posé la question de faire appel à un illustrateur pour la couverture. Bon, à ce moment-là, j'avais pas forcément de budget. J'avais pas planifié mon projet comme un projet, on va dire, commercial, entre guillemets, avec un budget. Bon, voilà, moi, je voulais juste publier mon roman. Je savais pas comment ça allait prendre, je savais pas si ça allait avoir du succès. J'espérais que ça en aurait, mais je savais pas ce que ça donnerait. Donc, je me suis dit, bon, j'ai pas non plus envie d'y mettre beaucoup de budget. Donc, je me suis renseignée pour voir à peu près combien coûterait une illustration. Et puis, au final, je me suis dit, bon, je peux peut-être essayer de la faire moi-même. Euh, voilà, bon, faut dire que j'ai toujours eu un penchant aussi pour le dessin depuis toute petite. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer.
bon, il a dû falloir, j'ai pas compté, mais peut-être une centaine d'ébauches avant d'arriver à un résultat final. Donc voilà, ça n'a pas été Oui, non ça plus qui du premier coup. Bon, et puis à un moment donné, j'ai trouvé que la couverture était satisfaisante. Je l'ai proposée autour de moi, dans mon entourage. J'ai eu des validations et puis je me suis dit, bon, allez, hop, ça y est, je vais me lancer. Et finalement, j'ai fait le choix de me lancer en auto-édition. Donc, je ne suis pas éditée chez un éditeur parce que voilà, je ne voulais pas non plus être freinée par cette recherche-là. Parce que rechercher une maison d'édition peut être fastidieux, long. Et je me suis dit, bon, je suis quelqu'un qui, voilà, je manquais de confiance. Je n'étais pas sûre de moi, sûre de ce que je voulais faire. Et je me suis dit, j'ai pas envie de perdre encore du temps à me chercher une excuse. Parce que si je me fais refuser mon manuscrit, ce sera la bonne excuse pour me dire, bon, allez, j'abandonne tout. Voilà. Et je me suis dit, non, je ne veux pas me chercher d'excuses. Je veux être dans l'action, je veux aller au bout, je veux le publier. Et donc, je vais le publier. Je vais le publier en auto-édition et puis on verra. On verra par la suite ce que ça donne. Peut-être que ça attirera le regard d'un éditeur, d'un ou plusieurs éditeurs, et puis on verra. À ce moment-là, je serai peut-être éditée. Mais voilà, mon objectif premier, c'était d'être publié, et donc j'ai choisi l'auto-édition. Et alors, quel a été l'accueil du public face à ce premier roman? Alors, premier roman, forcément, j'étais pas connue, mais j'ai été agréablement surprise parce que j'ai mené une campagne de communication assez intense sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et j'ai eu beaucoup de retours intéressés. J'ai mené une campagne sur Litchi, voilà, pour précommander le livre. J'ai eu une cinquantaine de précommandes, alors je m'attendais forcément à plus, mais j'étais quand même très contente parce que c'était pas forcément des personnes de mon entourage ou des gens qui me connaissaient. Donc voilà, pour un premier roman, je trouvais que c'était quand même pas mal. Et puis après, le roman a vécu. Quelqu'un totalement inconnu, hein, quand même. Voilà, c'est ça. Donc à travers la communication que j'ai faite sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à me faire connaître, à attirer le regard sur moi. Donc j'étais vraiment très contente. Et puis après, voilà, j'ai continué et le roman a bien vécu. J'ai toujours encore aujourd'hui des retours de personnes qui me découvrent, qui vont lire ce tout premier roman-là, qui me font des retours positifs. Donc, ça a été une belle aventure. Non, mais c'est bien. Mais dit comme ça, justement, ça donne envie. Et, beaucoup pourraient se dire, ah ben ouais, mais je fais, allez, je me lance, mais bon, tout le C'est monde pas n'a pas facile. autant de chance, je pense. Ouais, non, mais c'est pas facile. C'est pas non plus. Je dis pas non plus que c'est un succès fulgurant. Je dis que euh, ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. J'ai eu des retours enthousiastes qui m'ont vraiment boosté pour la suite, en fait. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est un succès commercial. Bon, et au début, comme je disais, hein, j'avais pas fait ça pour forcément pour le retour commercial, on va dire. Mais la visibilité que ça m'a donné, tous les retours, les achats des lecteurs, voilà, ça m'a vraiment permis de me dire, bon, tu as eu bien raison de te lancer, de publier ton premier livre. Et donc maintenant, il faut que tu continues parce que tu as un public à prendre. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Et du coup, Aïda et Ellie, c'est arrivé comme ça. Parce que j'imagine Aïda et Ellie, quand je vois les personnages en 3 ans, mais comme tu as dit, tu as été maman en 2013, donc l'enfant en 2020, ben, il a déjà 7 ans, donc c'est plus trop sa littérature. Au début, moi, je pensais que tu avais peut-être écrit Aïda et Ellie justement pour un enfant, un des tiens, que peut-être ce serait un des personnages justement. Aïda ou Ellie, ça représente un de tes enfants, mais au final, ou bien c'est Raïssa qui représente. Alors, on me pose souvent la question, hein, on me demande souvent, alors Aïda et Ellie, est-ce que ce sont tes enfants? Donc non, pas du tout, ni on va dire en termes d'âge, ni en termes de prénom. Alors j'ai commencé à penser à Aïda et Ellie, comme je disais, en 2017. Donc ma première fille, effectivement, avait déjà 4 ans.
Donc ça ne me choquait pas à ce moment-là que les personnages de Aïda Eli aient 3 ans. Et je me suis dit, bah, je vais sortir. En fait, quand j'ai commencé à penser le projet, je pensais que ça serait très facile, qu'une fois que j'avais fini le texte, j'allais lancer les illustrations et puis j'allais tout publier dans la foulée. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Du coup, voilà, le projet a pris, enfin, j'ai envie de dire, ça a pris du retard, mais en même temps, non, c'est sorti quand ça devait sortir, quand il était prêt. Donc, il s'est passé effectivement 3 ans de plus, entre 2017 et 2020, la publication, où j'ai un peu bataillé avec moi-même, avec ce que je voulais faire en termes d'illustration. J'ai identifié des illustrateurs au début et puis au final, bon, ça ne l'a pas fait parce qu'en termes de style, j'ai pas trouvé mon compte. Et puis au final, je me suis posé des questions par rapport au budget en me disant, bah, je vais quand même faire une collection qui va compter plusieurs livres. Est-ce qu'en termes de budget, je vais pouvoir suivre en faisant appel à un illustrateur pour chaque volume, parce que j'ai besoin qu'il y ait une certaine constance au niveau des dessins. Et là, bon, je me suis dit, bon, pose-toi, ça sert à rien de se précipiter, de faire quelque chose qui va pas être constant dans la durée. Donc pose-toi, prends le temps de réfléchir, prends le temps de peser le pour et le contre, et si ça décale ton projet, ça le décale. Je pensais à ce moment-là que le projet serait décalé d'1 an, pas plus, et puis au final, ça s'est décalé de 3 ans. Mais finalement, c'est 3 ans qui m'ont permis de me former à l'illustration. Je dis souvent, voilà, moi je suis pas dessinatrice, je suis illustratrice, parce que je suis pas capable de prendre une feuille, un crayon et dessiner à main levée. Je peux faire des croquis relativement justes en termes de proportions. Et puis ensuite, en fait, je scanne, je mets sur l'ordinateur et c'est avec un logiciel d'illustration graphique et avec ma tablette graphique que je viens améliorer le dessin, rajouter les couleurs et faire en sorte après que ça devienne une illustration professionnelle. Enfin, en tout cas, de rendu professionnel. Voilà, donc il m'a fallu 3 ans pour arriver à avoir un résultat correct et puis à publier. Donc effectivement, à ce moment-là, ma fille, en 2020, ma fille avait 7 ans. Bon, mais en même temps, l'idée de base de proposer une collection pour les tout petits, ça restait d'actualité. Donc je me suis dit bon bah tant pis. Ma fille, j'ai commencé à lui parler de toute façon, à lui lire les histoires Aïda Eli depuis 2017, même s'il n'y avait pas le support, même s'il n'y avait pas les illustrations, parce que je voulais aussi avoir son, comment dire, son retour, ses réactions par rapport aux histoires. Et donc, elle connaissait déjà et donc elle était très contente, même à 7 ans, de tenir les livres entre les mains et se dire finalement, ce sont des histoires que ma mère me lisait depuis quelques années. Et donc là, j'ai le résultat concret. Voilà. Et ensuite, pour ma deuxième fille qui a 4 ans cette année, bah, elle avait 18 mois à peu près lorsque j'ai sorti le livre cartonné Aïda Eli adapté pour les tout petits, donc ça lui a bien servi. Et puis maintenant qu'elle est un peu plus grande, bah, elle profite aussi des livres couverture souple Aïda Eli. Donc bon voilà, finalement je n'ai aucun regret. C'est vraiment ce que je voulais faire, des livres pour la tranche d'âge des tout petits, et donc aucun regret. Okay. C'est une jolie histoire pour Aïda et Ellie. Donc c'est vrai, au début, en fait, tu as voulu te lancer dedans, tu as pensé que ça irait beaucoup plus vite, que le processus serait beaucoup plus rapide. Et au final, tu es passé d'un délai de 1 an à 3 ans. Mm. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup à attendre. Et pendant ces 3 ans, comment dire, à aucun moment tu as douté, à aucun moment tu t'es dit je laisse tomber. C'est quand même 3 ans, hein, c'est long. Hein. Ah, Donc, non. Ah si, et surtout au début, surtout la première année. Hein. La première année a été la plus dure, on va dire, parce que c'est vraiment là où je me suis rendu compte que j'étais pas capable. J'avais pas suffisamment de compétences pour dessiner moi-même. Et là, c'était la panique. Panique à bord. Comment je fais? Bah, du coup, mon projet, il va pas voir le jour. Comment je fais et tout. Et là, bon, heureusement, je suis tombée sur des vidéos d'illustration numérique. Et là, je me suis dit, ah, peut-être que ça peut me sauver. Et voilà, j'ai commencé à me documenter. Donc finalement, la première année, j'étais plus dans une démarche de dessin. J'ai essayé, et puis je me suis dit, en fait, il me faudrait limite 5-10 ans pour me remettre à niveau en termes de dessin, sachant que je fais pas ça à temps plein.
que j'ai mon emploi à côté, que je fais ça vraiment quand j'ai un peu de temps, alors que pour apprendre à dessiner, il faut vraiment beaucoup de constance. Et je me suis dit, mais ça va me prendre beaucoup de temps, quoi. Et donc voilà, j'ai trouvé cette alternative numérique. Donc la deuxième année m'a servi vraiment à me former à la logique numérique, à comment je pouvais faire pour faire des illustrations numériques moi-même. Et la troisième année, finalement, a servi à finaliser les ébauches d'illustrations que j'avais commencées. Sachant que le Et, contenu des textes, lui, il était prêt depuis 2017. Hein. et quand justement tu as fini en 2020, quand la troisième année, je veux dire, dans la troisième année, tu étais déjà en train de préparer les ébauches aussi de la suite, ou bien non, c'est vraiment la suite, tu l'as fait après, tu as d'abord attendu la sortie du premier. Ah non, tu as même sorti deux, tu as sorti les deux en même temps. Voilà, j'ai sorti les deux en même temps et le troisième et le quatrième étaient déjà en cours de préparation. D'accord. Et du coup, l'accueil donc d'Aïda et Ellie par le public. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Très bel accueil. Honnêtement, bon, forcément, j'espérais un bel accueil, mais on est toujours un peu surpris. Voilà, en fait, quand on prépare ce type de projet, forcément, on s'attend à ce que voilà, les gens soient intéressés. Mais je crois que j'étais pas préparée à ce que aux émotions peut-être que je ressentirais. Donc j'ai ressenti beaucoup de fierté, beaucoup de gratitude en fait envers tout l'amour que les gens me renvoyaient en me disant waouh, ah oui, Aïda Ali, c'est super, on adore, les images sont belles, on adore les livres, le contenu des textes, c'est super. Donc j'ai eu un vrai engouement, il y a eu un vrai engouement pour Aïda Ali, donc j'étais super contente. Et ça m'a boosté en fait parce que j'ai sorti les deux premiers volumes au mois de juin de mémoire 2020. Et en fait, ça m'a boosté. Donc, j'ai eu juillet, août, septembre pour avoir les retours. Et dès l'automne 2020, octobre, novembre, décembre, j'ai carburé à fond pour finaliser les volumes 3 et 4 qui étaient déjà en cours d'illustration, mais il fallait que je finalise. Et ensuite, une fois que j'ai finalisé ça, ben, j'ai pu préparer leur sortie sur le premier semestre 2021. Voilà. Et c'est aussi grâce à l'accueil que j'ai eu où je me suis rendu compte que vraiment j'avais eu raison de penser donc le projet comme je l'ai pensé, la tranche d'âge, les images, les illustrations, et puis tout le concept autour d'Aïda Ali. Donc ça m'a vraiment conforté dans la direction que j'avais pris et ça m'a boosté pour sortir le reste de la collection. Alors moi, j'aime bien cette aventure d'Aïda et Aïli. Franchement, je le répète. Des livres comme ça, en plus, c'est une série. Hein. C'est une série où on a justement euh, euh, les personnages qu'on va retrouver dans différents, on va dire dans différents contextes. Il y a le contexte où ils sont à l'ère de jeu. Il y a le contexte, c'est l'anniversaire. Il y a le contexte où ils sont à l'école. Alors, j'ai beaucoup aimé. Ça ressemble, quand je vais dire ça ressemble, c'est dans le sens où on a déjà plein de séries Mhm. d'albums jeunesse où justement on a un personnage qu'on va retrouver dans plusieurs contextes et qui permet donc à l'enfant d'appréhender, par exemple, ça permet aux enfants d'appréhender par exemple leur visite chez le médecin, chez le dentiste, ou bien quand il y a un bobo, parce que voilà, on a ces séries d'albums qui vont montrer donc le quotidien. Voilà, c'est un quotidien en fait, le quotidien des enfants. Ça peut être l'anniversaire, ça peut être l'école, etc. Plein de choses comme ça. Et à ma connaissance, à part oui celui de Bibi, j'ai les noms qui une œuvre qui nous vient de la Côte d'Ivoire et le personnage principal s'appelle Bibi. Et il y a plein, c'est aussi une série d'albums avec. Franchement, à part Bibi, je ne peut-être qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas tout en tête, mais je pense qu'il y en avait d'autres, mais justement qui ne sont pas du tout assez connus. Et surtout en France, des albums de ce type, je pense que tu as sorti le premier hein, en France. Parce que là, moi, ce dont je te parle, c'est des titres qui existaient, mais bon, qui viennent de la Côte d'Ivoire, même si c'était distribué, c'était accessible. En France, c'était distribué. Il y avait des distributeurs en France qui vendaient les
et peut-être les autres aussi. Mais voilà, quoi, par un auteur afro, une série comme ça pour les enfants en France, sauf si je me trompe. J'ai pas envie de me tromper, mais Bah, moi, je j'en pense avais que tu pas as été la trouvé non première en plus, France hein. à sortir. J'avais cherché, j'en avais pas trouvé non plus, hein. C'est pour ça que ça m'a conforté déjà le fait de ne pas trouver. J'avais eu l'idée, moi, de le faire, mais je voulais valider aussi, voilà, je voulais un peu benchmarker sur ce qui existait. J'ai cherché en France, j'ai pas trouvé sur cette tranche d'âge-là. Et puis une série comme ça, effectivement, qui raconte le quotidien des enfants, avec des personnages afro, hein. Après, voilà, une série avec des animaux ou des personnages occidentaux, il y en a, mais voilà, pas avec des personnages afro en français. Hein, peut-être que dans les pays anglophones, ça existe aussi, mais en tout cas, dans l'univers francophone, j'ai pas trouvé. J'ai cherché au Togo aussi. Bon, étant originaire du Togo, c'était un peu plus facile pour moi, donc j'ai profité de vacances au pays pour sillonner un peu les librairies. Et puis, j'ai trouvé des histoires, mais pas forcément dans le style ou la tranche d'âge que je recherchais. Et donc, ça m'a conforté. Le fait de vraiment me rendre compte que ça n'existait pas, ça m'a conforté dans la publication de cette série. Et justement, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus? Parce que du coup, là, on a juste 5 tomes. Donc, on espère que c'est on espère que c'est vraiment un long. C'est une longue aventure là avec Aïda et Ellie qu'on va voir tout. Mais ils sont quand même à un âge où c'est clair, on expérimente énormément de choses, le vocabulaire se développe énormément. Donc il y a de quoi faire quoi avec une série avec des personnages de leur âge, oui. Et là, il y a de quoi faire. Donc est-ce que tu peux nous dire pour quand est prévu le prochain? J'imagine que tu vas continuer à les sortir deux par deux ou bien non? Non. Alors, Selon ce donc, que j'ai tu sorti veux, c'est les ça? deux premiers en 2020. J'ai sorti en 2021, j'ai sorti les deux, voilà, volume 3, volume 4. En fin d'année 2021, j'ai sorti le volume 5. Donc, finalement, l'année dernière, en 2022, j'ai pas sorti de nouveau livre Aïda Eli. Et cette année, c'est pas prévu non plus. Alors, tu as raison de me poser la question, hein, et j'y travaille. J'ai prévu de sortir de nouveaux tomes. C'est pas pour tout de suite parce que voilà, comme j'ai une activité qui est diversifiée, voilà, il faut que j'arrive à mettre le Et en plus, en ce curseur. moment, tu es en train d'écrire, tu as sorti un autre roman l'année dernière, où il y a, tu as Oui, sorti un voilà, autre donc roman l'année dernière, Donc, il faut que j'arrive en fait à prioriser, on va dire. Et puis, l'année dernière, j'ai sorti effectivement un nouveau roman, mon deuxième roman qui s'appelle Une inoubliable croisière vers Dakar, qui est en deux tomes. Donc, le premier tome est sorti l'année dernière et le deuxième tome est en cours d'écriture. Ça me prend un peu de temps parce que voilà, en parallèle, j'ai d'autres manuscrits, j'ai voilà, d'autres histoires qui sont en cours aussi. Donc, bon, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une suite d'Aïda Ellie. Ça ne voilà, ça s'arrête pas aux 5 tomes. Maintenant, je ne suis pas en capacité de dire est-ce que ça va être l'année prochaine, celle d'après. Voilà, j'ai du mal à me projeter en termes de date parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, je fais pas ça à temps plein. J'ai un job à temps plein à côté. Je travaille dans les ressources humaines. C'est très prenant. Et du coup, voilà, je manque de temps, en fait, pour avancer sur mes projets d'écriture. Bon, donc j'avance un peu à mon rythme en fonction de ce que je suis en capacité de faire. C'est pour ça que ça prend du temps. et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, le fait que tu manques de temps, que tu as en ce moment, là par exemple, tu es sur le deuxième tome de ton deuxième roman, et déjà à côté de ton autre travail, est-ce que tu as pensé à, euh, à déléguer, par exemple, la série Aïda et Ellie, vu que c'est une série qui est déjà posée, on sait qui sont les personnages, et il y a déjà 5 tomes. Est-ce que tu as déjà pensé à déléguer, à trouver quelqu'un d'autre donc pour faire la suite? Toi, tu fais juste les textes et l'illustration pour t'éviter, parce qu'en général, voilà quoi, l'illustration, je peux comprendre, ça prend du temps. Donc, est-ce que tu y as songé? Juste ça. Non,
Non, parce que, bon, enfin, sauf si j'ai envie de changer, mais pour le moment, c'est pas le cas. En tout cas, de ce que j'ai envie de faire pour la suite d'Aïda Eli, je m'en sens tout à fait capable, parce que c'est dans la continuité de ce que j'ai déjà fait. Je sais, voilà, quel niveau de difficulté ça représente pour moi et je me sens tout à fait capable de relever ce challenge-là. Non, mais j'ai pas pensé à déléguer la partie illustration. Ce que je pourrais éventuellement songer à déléguer, ce serait les illustrations de mes couvertures de romans. Peut-être. Mais même ça, c'est vraiment si je trouve que je manque de temps pour vraiment peaufiner les couvertures. Sinon, pour le moment, c'est pas dans les projets. D'accord, d'accord. Mais juste par curiosité, c'est vraiment parce que tu tiens à faire les choses toi-même ou parce que tu as l'impression qu'une partie, c'est comme si c'était ton bébé, que ton bébé soit, tu n'as pas confiance à ce que quelqu'un d'autre gère, tu as l'impression que ça va te dénaturer peut-être, que ce ne sera plus tout à Non, fait ton non, non, bébé, non, que, absolument pas ça. C'est absolument pas ça. C'est parce que, bah, comme je disais aussi tout à l'heure, enfin, on passe beaucoup de temps sur de l'illustration, donc les illustrations coûtent cher à être produites. Hein. Donc, il faut prévoir un budget conséquent pour, enfin, quand je dis conséquent, après, ça dépend de ce qu'on a comme projet, mais sur un volume, un livre qui fait une dizaine d'illustrations, par exemple, c'est facilement entre 1000 et 1500 euros. Bon, bon, après, ça dépend hein, d'un illustrateur à un autre, chacun a ses tarifs, mais voilà, moi, je donnerais ce coût-là pour avoir un ordre d'idée. Et donc, voilà, pour chaque projet de livre, débourser déjà 1500 euros sans savoir comment ça va se passer après, sur quelle durée on va avoir un retour sur investissement, ça me paraît être une mise, en tout cas, c'est mon point de vue et je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Hein. Mais voilà, de mon point de vue, je n'ai pas ce budget-là aujourd'hui à mettre. Et donc, parce que j'ai déjà un budget à mettre en fait dans la production des livres, hein, donc pour faire ouais. imprimer les livres et avoir mon stock personnel que je vends sur mon site web lorsque je fais des événements. Et, et voilà, et dans mon business plan, on va dire, ou dans mon voilà la planification de mon budget, j'ai pas aujourd'hui prévu de budget pour l'illustration. Mais si j'avais ce budget-là, je pense que je ferais appel à un illustrateur. Alors, Je pense. du coup, justement, on est en train de glisser, c'est tout naturellement qu'à chaque fois on est en train de passer au thème, ça s'enchaîne bien. Donc du coup, les besoins. Toi, pour les besoins pour développer donc ton activité, est-ce que d'ailleurs même tout simplement, la première question, est-ce que pour toi, ce serait préférable vraiment, bon, tu l'as dit pour les couvertures, que si tu pouvais, tu déléguerais pour les couvertures de tes romans. Mais même pour Aïda et Ellie, est-ce que toi, si cette série marche, enfin, quand je dis si cette série marche, elle a déjà son public, elle a déjà son. Voilà. Mais si ça doit se poursuivre sur de longues années avec plein de tomes, est-ce que tu te vois toujours dans 5 ans, dans 10 ans, en train de continuer d'illustrer la suite, ou bien justement tu vas passer à une autre étape où tu vas déléguer, trouver des gens pour perpétuer, donc pour assurer quoi, la longévité d'Aïda et Ellie. Toi, tu te projettes comment et quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il te faudrait justement pour pouvoir aller si loin. Hmm. Alors, comment je me projette j'avoue qu'aujourd'hui, je ne me projette pas forcément sur du long terme, hein, en tout cas en termes de mes besoins. Hein, donc, je me dis pas, voilà, j'ai pas planifié en me disant dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, je pense que je serai à tel stade et voilà ce qu'il me faut. Pour le moment, et peut-être à tort, mais par manque de temps, pour le moment, je suis plutôt à planifier une année après l'autre, donc plutôt sur une vision court terme. C'est une série que je veux.
longue, que je veux durable. Voilà, donc en fonction de ce que je vais planifier, hein, si j'arrive à sortir de cette planification court terme pour aller plus sur une planification moyen-long terme, je pense que ce qu'il me faut, bah, c'est établir un budget qui intégrerait de faire appel à des personnes qui m'accompagneraient dans ce projet-là. Donc, que ce soit des illustrateurs, des graphistes, voire d'autres partenaires, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me manque aussi, c'est le temps d'animer mes réseaux sociaux. Donc, je fais comme je peux avec les compétences basiques, entre guillemets, je dirais que j'ai. Bon, qui me permettent quand même de rester visible et d'attirer une audience. Mais voilà, je pense que enfin, ce que je fais peut être amélioré largement. Et donc, toute seule, je ne peux pas y arriver. Donc, j'ai bien conscience que il me faudrait de l'aide. Mais encore une fois, l'aide, elle n'est pas gratuite. Hein. Il faut rémunérer les personnes à qui on fait appel. Et voilà. Pour le moment, je suis encore dans un stade où je suis un peu, c'est un stade encore un peu artisanal. J'ai pas encore trouvé les ressorts pour passer peut-être à un stade un peu plus ambitieux, un peu plus, voilà, un peu plus ambitieux. Et donc, voilà, une fois que j'aurai trouvé ces ressorts-là, je pense que tout passe par le budget et la planification. Hein. Mais voilà, j'ai Alors, compris que sur pas mal de points, hein, illustration, graphisme, communication, community management, je pense que j'aurais besoin de me faire accompagner là-dessus. alors justement, ça pose la question. C'est vrai que là, comme tu l'as dit, tu es un peu genre en mode c'est du travail artisanal, c'est encore à une petite échelle. Du coup, est-ce que tu, comme certains qui ont carrément ouvert la maison d'édition, parce que là, tu es encore en tant qu'auteur illustratrice en auto-édition, tout ton Mhm. travail, tu le fais encore en auto-édition. Tu n'as pas encore concrètement ouvert une maison d'édition, non? Si je me Non, trompe. Donc, non, voilà. non. Donc, est-ce que justement, tu t'imagines ouvrir la maison d'édition? Mm. Là, tu vas avoir bientôt trois romans, dont un qui est sur 2 tomes. Tu as une série jeunesse. Euh, Toi, enfin, est-ce que après on ne sait jamais, hein, tu es aussi maman, tu as les enfants grandissent, les enfants ont aussi ont besoin de ça. Est-ce que tu sens que tu vas aller plutôt vers une pause ou tu es toujours dans ton objectif? Parce que j'ai bien aimé quand tu as parlé au début, quand tu disais non, je ne veux pas passer par les maisons d'édition, ça risque de me freiner. Tu étais vraiment, au départ, tu étais vraiment, pourtant tu étais déjà maman, hein, mais tu étais vraiment dans un objectif où je veux atteindre ça, je veux pas, voilà, je veux pas être freiné, je veux pas voir. C'est comme si tu avais mis les œillères et voilà quoi, tu allais, tu fonçais quoi, tu Mm. fonçais vers l'objectif. Je veux sortir ce livre, après je veux sortir la série d'un, voilà. Tu fonctionnais comme ça. Maintenant, est-ce que tu saurais justement arriver à une période où ça freine parce qu'il y a peut-être plus de travail ou plus de. Est-ce que tu te projettes vraiment pour plus tard ou est-ce que tu es plutôt en phase là, je vais faire une pause? Alors non, je suis pas du tout dans une optique de faire une pause. Au contraire, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie de continuer, d'être toujours à fond. Donc, comme je disais, j'ai plein de projets sur le feu. Donc, je priorise parce que je veux pas m'éparpiller. Je veux pas tout lancer en même temps. Donc, voilà, je priorise. J'ai un calendrier, un agenda qui est blindé de projets à sortir, des projets d'édition. J'ai réfléchi à me à ouvrir une maison d'édition. Donc, ça fait aussi partie des projets, mais pour le moment, j'estime que je n'ai pas suffisamment avancé dans la réflexion et dans la planification pour lancer ça. Bon, je pense que tu l'auras compris, hein, je suis pas quelqu'un j'aime bien mûrir les choses avant de me lancer. Voilà, j'aime pas me lancer, me précipiter. Et bon, c'est peut-être, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, je suis comme ça. Et donc, voilà, j'ai plein de choses dans la tête. Et là, je me dis, bon, je vais prendre mon temps de vraiment
mûrir, trouver la bonne approche, la bonne façon de Ah, mais faire. surtout la maison d'édition, c'est a priori on la fait pas seule, donc il faut aussi trouver les Voilà, personnes avec qui voilà, avec qui on va travailler, voilà, avancer. c'est ça, tout à fait. Donc Donc, voilà, donc je veux pas lancer une maison d'édition pour lancer une maison d'édition. Je veux être, comment dire, relativement prête, avoir les reins solides, comme on dit. Je veux pas la lancer pour que, au bout d'un certain temps, ça se crache entre guillemets. Si je lance la maison d'édition, c'est que je vais y mettre de l'énergie, je vais y mettre les moyens pour que ça tienne sur le long terme. Voilà. Donc c'est tout ça que je suis en train de penser, de planifier. Donc on verra, je ne sais pas encore quand est-ce que ça pourra sortir, ça. Après, tu posais la question aussi, est-ce que j'ai pensé peut-être à ressolliciter des maisons d'édition. J'y pense. Pour le moment, je n'ai pas fait la démarche, mais j'y pense. Voilà, donc je ne suis pas réfractaire à signer dans une maison d'édition. Ça dépend de quelle maison d'édition on parle, les conditions. Bon, voilà, donc ça dépend parce que finalement, je fais toute seule aujourd'hui. Donc, si je dois passer par une maison d'édition, il faut que ça m'apporte en plus. Voilà, donc quel est l'élément ou les éléments différenciateurs par rapport à mon statut d'auteur auto-édité. Donc, c'est tout ça que je prendrai en compte. Voilà, mais pour le moment, j'ai pas fait la démarche de démarcher des maisons d'édition. d'accord. Et donc, je reviens donc à la question en termes de besoins. Donc, toi, pour pouvoir permettre, voilà, l'avancée, là, tu es en train, donc, tu es sur le deuxième tome, tu as sorti le premier tome de ton roman, de ton deuxième roman, donc tu as sorti le premier tome l'année dernière. Donc là, comment dire, qu'est-ce que, quels sont les besoins? Tu as bien dit, il y a toute une partie du travail que tu assures seul. Donc, toi, les besoins, c'est plus en termes de visibilité pour vendre plus, ou j'ai bien compris que l'illustration, genre, les besoins d'illustration, tu en as que pour Aïda et Ellie. Donc ça, comme de toute façon, tu l'as mis pour l'instant, c'est sur le roman, donc tu reviendras plus tard sur Aïda et Ellie. Et j'ai aussi l'impression qu'Aïda et Ellie, tu veux t'en occuper toi-même. Parce que tu as bien dit, ah, les couvertures des romans, oui, j'aimerais bien, mais tu n'as pas du tout parlé d'Aïda et Ellie. C'est vraiment Aïda et Ellie, on dirait que tu t'en occupes pas mal, Aïda et Ellie. Alors, il y a peut-être un malentendu, mais c'est pas que je veux m'en occuper. C'est que, en termes, quand on parle d'une couverture one shot comme ça, on peut la faire entre 300 et 500 euros, et c'est une couverture en passant. Quand on est sur une série, bah déjà, il faut identifier l'illustrateur qui peut continuer dans le style, en tout Oui, cas, voilà, que j'imagine. Et puis, ça a un coût. Donc, je ne sais pas encore combien de volumes je veux sortir en plus pour Aïda Ellie. J'ai déjà en tête 2 volumes additionnels. Donc, je ne sais pas jusqu'où va aller la série. Et je ne veux pas me plomber mon oui, budget en me disant j'externalise alors que je ne sais pas comment ça va se passer après. Hein, je ne veux pas commencer à externaliser un tome et puis après me dire bon après j'ai peut-être plus suffisamment de budget pour l'autre. Enfin, tu vois, je veux que ça soit mûrement réfléchi. Si je décide de passer, donc je ne ferme pas la porte, mais c'est une question de budget. Donc si j'ai le budget pour externaliser et que j'ai un système qui me permet de me dire j'externalise un premier tome et j'ai la possibilité à travers les retours sur investissement que je vais avoir de financer un autre et encore, tu vois, et si j'ai de la visibilité plutôt moyen terme sur cette partie externalisation, pourquoi pas, hein. Donc je ne suis pas du tout, que ce soit pour les romans ou pour les livres Aïda Ellie, bien sûr, il y a la propriété intellectuelle, mais je ne suis pas dans un état d'esprit de me dire ah oui, mais il faut que je fasse tout parce que je suis la seule capable de faire non. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, mais plus dans un état d'esprit de est-ce que j'ai le budget pour. Voilà. Et, 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 et donc, je priorise en fonction du budget que j'ai en ma possession. et en termes de rapport un peu par rapport au temps de travail et aux ventes,
Est-ce que, bon, parce qu'on a bien compris, ça te demande du temps. Donc, est-ce que tu es satisfaite ou tu serais plutôt comme certains auteurs, oh, le temps que ça me demande et les ventes, bon, moi j'aurais tendance à penser que tu es plutôt satisfaite parce que toi tu continues tes projets, enfin voilà quoi, comme tu l'as dit, tu en as d'autres sur le feu, voilà. Donc toi tu es toujours à fond, voilà, tu es toujours dans ton train, le train il avance et tout. Alors j'ai bien vu que maintenant tu as les livres, ils sont disponibles à la Fnac, c'est ça? À la Fnac une ville en particulier, il me semble. De Paris Nord, la Fnac Paris Nord, à Voilà. Aulnay-sous-Bois. Voilà. Donc, Mm. ils sont à En, Aulnay-sous-Bois. en rayon, hein. Tous mes livres sont disponibles en fait en ligne sur la Fnac, Amazon et la plupart des librairies en ligne. Mes livres sont disponibles dans le réseau des libraires, donc n'importe quel libraire de France les retrouve dans leur base de données et peuvent les commander. Et ce n'est que quand ils les commandent que les livres sont disponibles en rayon. Mais ils sont bien disponibles en rayon à la Fnac de Pau-Nord. Pardon, je dis Pau. De... La Fnac de Paris Nord, donc oui, parce que je fais des séances de dédicaces là-bas. Donc pour les séances de dédicace, on prévoit un volume de livres et effectivement, une fois que la séance de dédicace est passée, c'est voilà, je sais que les interlocuteurs que j'ai là-bas sont très contents aussi de la série, donc et même des romans, donc ils recommandent après pour les mettre en rayon et voir ce que ça donne. Mais bon, c'est pas je peux pas garantir que parce que là la dernière séance de dédicace que j'ai faite c'était au mois d'avril, j'en referai une en fin d'année. Je ne peux pas garantir en fait que tout au long de l'année, il y ait les livres en rayon. C'est vraiment au bon vouloir des responsables de rayon. Mhm. Et mais justement, donc depuis que tu fais les dédicaces les grandes enseignes, est-ce que justement tu vois, tu sens, est-ce qu'il y a eu je vais pas dire explosion, mais bon, on va pas quand même aller dans les, on sait jamais, peut-être qu'il y a une explosion, hein, les followers, l'intérêt et tout. Est-ce que tu vois un changement, une évolution vraiment bien notable parce que tu es référencé, enfin référencé, maintenant tu es visible auprès des grandes enseignes. Est-ce que Mhm. tu vois vraiment un changement? Mhm. Alors, je vais répondre par rapport à l'autre question que tu m'avais posée aussi, hein, de dire finalement pourquoi je continue. Est-ce que c'est suffisamment rentable, etc. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas suffisamment rentable, en tout cas de mon point de vue et par rapport aux chiffres que je fais, pour que je puisse en vivre. Pour autant, ça ne me décourage pas parce que dans l'absolu, je fais ça pour un accomplissement personnel. C'est vraiment important pour moi d'écrire. Je suis passionnée par ça, donc voilà, j'ai envie d'aller au bout de tous les projets d'écriture que j'ai en tête, donc j'irai jusqu'au bout. Après, ce dont je m'assure, c'est que ça reste rentable de façon à ce que je puisse récupérer mon investissement, avoir de la marge pour continuer à alimenter mes projets d'écriture. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai pas de, comment dire, de marge additionnelle qui me permet de me dire, bon, bah, en faisant tel J'arrête nombre les de... ressources humaines, allez, je m'y mets à temps Voilà, plein. c'est ça, j'arrête. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, je peux pas me dire, ça va me rapporter, ça me rapporte ou ça va me rapporter suffisamment pour que j'arrête mon job à temps plein et que je me consacre exclusivement à ça. Je me suis posé la question, hein, forcément, de me dire, est-ce que finalement, si j'arrêtais et que je me consacrais, parce que je disais tout à l'heure, je manquais de temps, donc je manque de temps, donc finalement, est-ce que si je me consacre à temps plein au projet d'écriture, ça me permettrait d'engranger suffisamment de revenus pour pouvoir en vivre? La réponse, c'est non. Et c'est pour ça que je ne saute pas le pas aujourd'hui. Et donc, que ça reste un projet passion, enfin des projets passion, on va dire. Et donc, qui me rapporte quand même, qui me permet de couvrir l'investissement en termes de production des livres et de pouvoir réinvestir cet argent-là que je récupère, de pouvoir réinvestir dans les livres qui sont déjà sortis et aussi dans des nouveaux projets de livres. Voilà, donc ça tourne entre guillemets tout seul. J'ai pas besoin à ce stade, en tout cas depuis le troisième livre. Au début, j'ai dû
injecter, on va dire, mon propre argent, ce qui est normal quand on démarre un projet. Et puis à partir du troisième livre, les livres s'auto-alimentent tout seuls. Donc ce que je récupère me permet comment dire, de recommander de nouveaux stocks et d'investir à nouveau dans l'activité de vente de livres. Donc c'est pourquoi je continue, bon pas parce que c'est particulièrement rentable, mais en tout cas ça marche suffisamment bien. J'ai beaucoup, comme je disais, à chaque fois que je fais des séances de dédicace, j'ai beaucoup d'enthousiasme pardon sur les réseaux sociaux. Donc oui, moi en tout cas ça me motive pour continuer parce que je sens que les gens sont intéressés par ce que je fais, donc il n'y a pas de raison que j'arrête. Même si ça ne me permet pas d'en vivre aujourd'hui, bon c'est pas grave, je le fais pour que ça existe, je le fais pour m'accomplir personnellement et donc je vais continuer parce que j'éprouve du plaisir à le faire. D'accord. Et par rapport à ta visibilité depuis que tu passes dans les grandes enseignes, est-ce que ça s'est clairement amélioré ou bien légèrement? Mmh. Oh, je dirais moyennement. Je vais pas dire que ça a explosé non plus, mais effectivement, ça me donne plus de visibilité. Donc, j'ai fait un magasin Cultura cette année. L'année dernière, j'avais fait la Fnac déjà. Pardon, j'ai fait la Fnac en fin d'année dernière. J'ai refait cette année, je refais en fin d'année. Mon objectif, c'est de faire un peu plus de grandes enseignes. Voilà, mais c'est beaucoup de travail derrière pour démarcher et obtenir des séances de dédicace. Mais bon, je le fais. Et puis donc j'espère avoir plus de séances de dédicace. Et effectivement, les séances de dédicace me donnent beaucoup plus de visibilité parce que ça me permet en fait d'atteindre un public que je ne vais pas forcément atteindre Exactement sur le. naturellement, voilà, via les réseaux sociaux. Parce qu'il faut le dire, à part les réseaux sociaux, si je ne fais pas d'événements, je ne suis pas visible. Voilà, donc c'est pour ça que je fais les deux. Donc je suis à la fois visible à travers ce que je poste sur les réseaux sociaux et puis à travers ces événements-là, ça me permet de maintenir ma visibilité, de me faire connaître par d'autres, un public de plus en plus nouveau, renouvelé, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est ce qui me permet aussi de maintenir ma visibilité. Alors c'est intéressant aussi ton expérience parce que tu as donc démarché les grandes enseignes, tu as eu la possibilité de placer quelques exemplaires dans différentes grandes enseignes. Est-ce que justement le démarchage il a été difficile? Est-ce que pour toi ces grandes enseignes euh, sentent aussi qu'il y a une demande, que la demande grandit? Enfin, je pense que toi et moi nous avons compris, bon peut-être parce que nous sommes aussi dans un certain milieu, peut-être un milieu un peu plus afro. Où on a cette vue sur le côté afro en France. Donc, on a vu qu'il y a une demande qui grandit. Mais est-ce que eux, dans les grandes enseignes, on parle de littérature, hein, est-ce que eux, dans Mmh. les grandes enseignes, ils le sentent aussi et du coup, ils sont beaucoup plus ouverts à ce que tu proposes ou, euh, ou pas encore? En tout cas, les personnes que j'ai démarchées moi, enfin en tout cas les enseignes que j'ai démarchées moi pour le moment, j'ai pas le sentiment que c'est parce que ce sont des personnages afro ou diversifiés que j'ai obtenu les séances de dédicace. Donc, je pense que la prise de conscience, malheureusement, voilà, il faut qu'elle se poursuive hein, et qu'elle s'intensifie. Je pense que les raisons pour lesquelles j'ai obtenu ces séances-là, c'est la qualité de ce que je propose. Parce que à chaque fois, hein, comment ça s'est passé, c'est qu'est-ce que vous proposez, quel est le contenu. Donc, ils regardaient ce que je proposais, puis moi, j'y allais aussi avec des exemplaires de mes livres. Donc, c'est surtout ça, je pense, qui a été à l'origine de se dire, bon, ok, ça a l'air pro. Enfin, vos livres, vous êtes auto-édités, mais en même temps, c'est des livres de qualité professionnelle. Donc, pourquoi pas? On n'a pas ce type de livre chez nous, donc pourquoi pas? On va tester. C'est plus de dire, vos livres sont tout aussi valables que ceux qu'on a dans les rayons. Donc, on va tester et voir ce que ça donne. Et à chaque fois que j'ai fait ces séances de dédicace-là, les retours que j'ai eus, même des personnes dans les enseignes qui organisaient, c'est mais
on s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. Donc revenez, surtout revenez. Voilà, donc je pense que la prise de conscience, elle s'est pas faite au début quand on m'a accepté entre guillemets en séance de dédicace, mais une fois que la dédicace a eu lieu, que les gens se sont Une arrêtés fois aussi, qu'ils ont testé, en fait. voilà, qu'ils ont vu comment ça marchait, que les gens étaient très intéressés, qu'ils ont acheté, et voilà, ça s'est traduit aussi dans les ventes. Alors ça, c'est super et tellement intéressant ce que tu viens de dire. Donc, comme quoi, euh, c'est c'est vraiment, il a fallu qu'ils testent, hein, il a Ah fallu oui, qu'ils testent. Donc, il faudrait aussi peut-être qu'ils soient, peut-être qu'ils sont pas assez, si on n'en voit pas assez de ce genre de livres dans les grandes enseignes, c'est peut-être aussi parce que les auteurs de la communauté, les éditeurs de la communauté, peut-être qu'ils ne les démarchent pas assez. c'est difficile hein, parce qu'il faut démarcher, enfin, et puis parfois on ne sait même pas qui démarcher. Est-ce qu'il faut aller dans chaque magasin? Est-ce qu'il y a une centrale? Bon, moi pour le moment, je démarche magasin après magasin. Je connais pas, j'ai pas de réseau ou de Ouais, contact. non, mais c'est enfin. Donc je pense que parfois on peut avoir un blocage en se disant bon, est-ce que je vais y aller, je vais me faire refouler. Bon, il faut oser le faire, quoi. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui a un bagou exceptionnel non plus, mais je me dis de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc j'y vais. Quand j'ai la possibilité, ben, j'y vais. Je présente mes livres. Je demande une séance de dédicace. S'ils sont intéressés, ils m'acceptent. S'ils sont pas intéressés, ce n'est pas grave. Et c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés que mes livres ne sont pas intéressants. Voilà. Donc moi, je fais vraiment cette part des choses en me disant, c'est pas parce que je vais aller dans une, et je suis allée dans des enseignes où j'ai pas eu de suite. Et pour autant, c'est pas grave. Je continue ma route. En tout cas, c'est comment dire, c'est le process et tout. Et on se rend peut-être pas compte, mais c'est intéressant de voir aussi chacun, surtout pour les auto-édités, ce parcours qu'il vous faut traverser pour réussir d'abord premièrement à voir le livre vraiment sortir, l'avoir entre les mains et tout, et ensuite il faut le vendre et c'est ben, que ça se limite pas à quelques ventes sur via son propre site internet, mais que non, que ça tourne, que ce soit visible ailleurs dans les librairies, dans les grandes enseignes, etc. Et c'est tout un travail. Et déjà, bon, moi, je te dis chapeau à vous tous. Hein, je vous dis chapeau. C'est C'est, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je discute parfois avec des collègues auto-édités aussi. Du coup, on fait connaissance à travers des événements ou sur les réseaux sociaux, on partage. Et oui, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est beaucoup de difficultés. Ça peut donner, enfin, pour certains, de se dire bon, finalement, ça me permet pas d'en vivre ou j'ai pas on reconnaît le qu'à abandonné. et donc j'abandonne ou j'y mets moins d'énergie. Donc je peux comprendre. Bon voilà, donc je pense que ça dépend de l'élan interne, l'élan intérieur qu'on a, que chacun a. On a certains d'entre nous qui a un côté entrepreneurial un peu plus poussé, qui vont dire bon bah voilà, moi je suis écrivain, mais en même temps c'est un business que j'ai. Je vais faire en sorte que le business il fonctionne. Et puis d'autres qui sont plus dans une démarche auteur, écrivain et qui disent bon je suis pas un vendeur à la base, je suis un écrivain, donc je vais pas me transformer en vendeur, quoi. Voilà. Donc ça dépend de ce qui anime chacun. Moi, je me voyais avant tout comme une écrivaine, et puis au final, maintenant, il faut que j'arrive à vendre mes livres quand même, donc il faut que je me mette dans la peau d'une vendeuse, d'une commerciale. C'est pas forcément des compétences que j'ai naturellement, ou voilà. Donc il a fallu que je développe aussi encore des compétences de ce côté-là, commercial. C'est pas évident. Mais voilà, bon, donc moi, je prends tout ça comme un apprentissage. Ça me fait grandir aussi personnellement. Donc tout ça, ça contribue aussi à mon développement personnel, en même temps que ça me permet de m'accomplir aussi personnellement en tant que personne. Hein. Voilà. Bon, donc moi, je prends tout ça comme une riche et grande aventure et qui me qui me permet d'apprendre. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a parfois des échecs, mais bon, il faut utiliser ces échecs-là pour voir comment on peut rebondir, comment on peut réussir mieux la prochaine fois. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je vois tout ce parcours-là, même s'il est difficile. Et par rapport donc à tout ce que, bon, à toute l'expérience que tu as là entre les grandes enseignes,
les réseaux sociaux, les événements et tout. Bon, et puis ces dernières années, je pense que tu es d'accord avec moi, tu vois bien que bon, l'évolution a plutôt l'air bonne. Est-ce que tu es Mhm. du coup confiante pour l'avenir? Tu penses que disons dans 10 ans, dans 10 ans, tu penses que ce sera généralisé, trouver tous vos titres, tous ces titres pro là dans la plupart des enseignes, même dans toutes les enseignes, tout naturellement, qu'on les retrouve dans toutes les grandes enseignes, quoi, dans toutes les librairies, et que ce Alors moi, soit pas. je suis très confiante parce que je vois que ça bouge beaucoup. Je vois que on est plusieurs comme ça, auteurs afro, à se battre entre guillemets. Voilà, donc non, non, moi je trouve que ça va dans le bon sens. L'offre, elle est de plus en plus diversifiée, de plus en plus pertinente, intéressante. Il faut que on arrive à trouver notre place. Bon, voilà, parce qu'il y a l'offre et puis il y a la visibilité de l'offre. Donc l'offre, elle se diversifie, elle s'enrichit, donc ça c'est très bien. Donc je suis confiante que bah, elle va continuer à se diversifier. Je suis aussi confiante que on va arriver à avoir plus de visibilité. Alors je sais pas juste, bon, tu parlais de 10 ans, horizon 10 ans, j'espère, et en tout cas à mon niveau, moi je vais faire le nécessaire pour. Et voilà, donc tous ensemble, je pense que voilà, il y a d'autres auteurs aussi qui ont le même engagement que moi, et donc on va continuer à pousser hein, pour être de plus en plus visible. Ok. Bon, je pense qu'on a vu. Ah ben du coup, mais oui, t'as pas trop répondu sur les besoins. Ou je sais pas, À mon tu as le niveau, sentiment d'y avoir répondu. les besoins à mon niveau, c'est ça? Oui, Oui. pour faire de. Tu parlais des besoins bah, en termes de d'illustration, de graphisme, parce que je pense que je peux toujours, enfin, ce que je Oui, propose. justement, mais tout ça, c'est quelque chose que tu gères. Tu as tout simplement compris que tu dois prioriser et tu prends le temps pour, voilà, chaque tâche, chaque chose en son temps. Voilà. Ça, on a compris que c'est une partie que tu gères. Donc, du coup, toi, tes besoins sont plutôt où? C'est pas au niveau de l'illustration, c'est pas au niveau du graphisme, c'est tu gères tout ça. Au niveau de la vente, tu gères aussi, tu démarches et tout. Après, peut-être que tu n'as pas plus de besoins que ça, hein, ça c'est tout à fait possible. Non, non, moi je pense que j'ai des besoins dans le sens où je fais tout ça à mon échelle. Donc j'ai pas de forcément de regard extérieur ou de d'apport. Tu vois, parce que souvent on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur. Parfois je me sens un peu seule. Je me dis bon, j'aimerais bien faire partie d'une équipe. Et c'est en ça que je pense que quand on est dans une maison d'édition, ben on est entouré. On a l'éditeur, on a une équipe autour de soi qui peut avoir ce regard critique qui permettent en fait d'amener le projet encore plus loin que quand on est tout seul. Voilà. Donc moi, je pense que mon besoin aujourd'hui, bah, ça serait d'être entouré. Bah, aujourd'hui, je suis pas entourée parce que j'ai pas de maison d'édition et en étant auto-édité, j'ai pas le budget pour me faire entourer. Voilà. Mais j'ai des besoins. On parlait de vente tout à l'heure. Je suis pas la vendeuse la meilleure vendeuse de l'année. J'ai conscience que j'ai des lacunes en vente. Euh, bon, il faut que je me forme en vente, mais en même temps, je peux pas tout faire non plus. Voilà, il faudrait que j'ai des personnes qui m'aident. Mais voilà, ça, quand on est tout seul, on est obligé de tout faire. Hein, et j'aimerais bien, à un moment donné, avoir euh, les reins suffisamment solides pour me faire accompagner. Même si je ne suis pas en maison d'édition et que je reste seule dans ma structure, ou que je crée une maison d'édition, que je m'associe à des personnes, voilà, on puisse s'entourer, qu'on puisse avoir une équipe avec nous qui nous permette en fait d'avoir des projets peut-être plus aboutis que ce que je peux avoir aujourd'hui à mon niveau en étant toute seule. Et Est-ce que donc, ça ceux qui répond à proposent. ta question? Non, parce que ce que tu dis, ça correspond tout à fait à ce que certains dans la communauté proposent. Après, je ne sais pas si ça s'est concrétisé. Hein. Mais je sais qu'il y a quelques années, il y en avait qui proposaient justement ce genre d'accompagnement. Ils avaient bien compris. Franchement, le nombre d'auteurs, les auto-édités, mais ça, il y a eu une explosion avec l'ère d'Internet, l'impression à la demande, tout ça. Mais il y a une explosion parce que c'est justement c'est le moyen de voir aboutir son travail sans, tu n'as aucun frein. C'est tu as l'argent voilà, pour le faire sortir, tu as l'argent, voilà, ça sort. Et tu n'as plus besoin d'attendre.
si tu veux ne pas passer, si tu veux éviter justement l'attente, toute la patience que demande le fait de démarcher les maisons d'édition, voilà, tu peux. Et beaucoup de gens ont remarqué et essaient justement donc d'encadrer, enfin d'encadrer. Voilà, c'est aussi un filon, hein, tous ces gens justement qui ne sont pas accompagnés, qui se lancent là-dedans, voilà, avec de grands rêves, peut-être pas bien conscients de tout, avec, enfin bref, qui essaient d'exploiter ça. Quand je dis exploiter, voilà, en tout cas, j'ai vu certaines offres il y a quelques années où ils proposent, après, j'imagine bien que c'était payant, hein, mais ils mettent à disposition une équipe de professionnels. Donc, l'auto-éditeur reste toujours indépendant comment dire, c'est son travail, hein, c'est lui-même qui va l'auto-éditer, mais il est accompagné par des gens qui vont lire ou la traduction ou aider tout ce dont tu parlais là, des structures qui vont proposer ce petit accompagnement où donc tu n'es pas seul et tout ça. Donc, mais après, je sais pas si ça s'est concrétisé. Moi aussi, je travaille seule et donc les yeux partout, 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 c'est pas possible suivre tout, suivre l'évolution de tout, c'est pas possible. Donc, Je connais je sais les offres, pas. hein. Les offres dont tu parles, effectivement, moi j'en ai vu passer quelques-unes aussi, qui existent toujours, hein. Mais voilà, bon, dans ma planification court terme, pour le moment, il n'y a pas le budget pour ça, mais il faut que je planifie. Je sais que j'ai ce besoin-là, donc c'est important déjà que j'en ai conscience. Et puis, à un moment donné, il faut que j'arrive à dégager suffisamment de budget pour avoir cet accompagnement-là. Si je veux passer à un step supérieur, j'aurai besoin de cet accompagnement-là. Et à mon niveau, en tout cas, je sais que j'ai ces besoins-là et je sais que c'est une question de budget. D'accord. Du coup, on passe donc au dernier, on va clôturer. Hein. Tu vas nous dire un peu, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Ton parcours a vraiment été intéressant à entendre. Et comme on vient de le dire, hein, je viens de dire, c'est vrai, il y a une explosion, les auto-édités, l'édition, la production. Hein. Euh, en même temps, on est dans un monde aussi de surproduction. Tout le monde, voilà, allez, tout le monde y va, tout le monde fait. Donc, est-ce que tu aurais un conseil pour d'autres qui, comme toi, voudraient se lancer ou dans l'illustration ou dans voilà, les deux auteurs, illustrateurs, jeunesse ou pour les romans, exactement ce que tu fais? Quel conseil ou avis? Alors, le conseil que je donnerais, et j'en parle souvent, c'est qu'il faut se lancer. Hein. Quand on a un projet, quand on pense à lancer quelque chose, alors bien sûr, c'est important de le penser, de le planifier, mais il faut être dans l'action. Il faut à un moment donné se lancer. Voilà, donc ce serait ça le conseil, se lancer, être dans l'action, parce que tant qu'on n'est pas dans l'action, on ne peut pas concrétiser les choses. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait, c'est euh, j'avais mes idées et puis à un moment donné, j'ai planifié un peu mes idées en termes d'objectifs à atteindre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les atteindre? Je veux publier, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, et je décomposais toutes les actions que je devais faire et puis donc je les faisais les unes après les autres. Voilà. Moi, ce que je fais qui m'aide beaucoup aussi, et ça peut être le deuxième conseil que je peux donner, c'est voilà vraiment décomposer ces actions parce que quand on a un objectif qui est très grand, ça peut être impressionnant, ça peut faire un peu peur, alors que quand on le décompose en plusieurs petits objectifs ou plusieurs petites actions à atteindre, c'est un peu moins impressionnant et ça paraît un peu plus facilement réalisable. Et puis avant qu'on s'en rende compte, on a atteint un certain nombre d'objectifs et on se dit ah ouais j'avais quand même ce grand objectif au début mais en décomposant là je suis quand même arrivée à la moitié de mon grand objectif et donc eh ben il me reste plus qu'à décomposer l'autre moitié du grand objectif et je vais y arriver. Voilà, donc moi c'est ce que je fais et donc ce que je conseillerais pour resynthétiser c'est il faut se lancer, il faut être dans l'action et puis après il faut décomposer ces objectifs en petits objectifs atteignables. Ok. Non, mais c'était bon. Moi, je bois hein, ce que tu viens de dire. Hein, tout à fait. Tu prêches une convaincue. Hein, je suis persuadée que c'est la marche à suivre. Et je suis vraiment satisfaite de notre entretien, chérie Fa.
Donc, merci vraiment pour ce temps que tu as pu m'accorder, qu'on a pu un peu débriefer, voir un peu le parcours, voir un peu l'évolution, voir un peu le parcours aussi d'auteur, les auto-édités, ce par quoi vous passez. Euh, C'était très intéressant. Donc, Merci pour merci pour ce l'invitation. temps J'ai passé un accordé. très bon moment aussi. C'était très intéressant d'échanger avec toi, Lorraine. Bravo pour ce que tu fais à travers l'association pour une meilleure Afrique et on se dit à bientôt. Merci. Donc, à savoir que les aventures d'Aïda Yeli, vous les retrouvez donc en magasin, en boutique, au 24 rue Bonado. Merci À beaucoup. bientôt. À très Oui, bientôt. maman. Au revoir. Je cherche maman. À Au très revoir. bientôt.